Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Bourse. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Vous le savez, tous les soirs, votre rendez-vous quotidien avec les marchés du lundi au vendredi de 17h à 18h. Avec nos experts, on va tout décrypter sur ce qui se passe sur les marchés, macroéconomie, microéconomie, les valeurs, mais également quelle allocation, que faire pour ce début d'année. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre portefeuille et votre patrimoine. Alors, au sommaire de cette édition, on va s'intéresser justement à la fin de l'inflation. Comment vont réagir les banques centrales? C'est la question qu'on va poser dans quelques instants à nos experts. On parlera également bien évidemment de l'IA, peur sur les hyperscalers qui dépensent des tombereaux de milliards. On verra si ça passe ou si ça casse. Et puis enfin, dans le dernier quart d'heure, on verra comment on peut diversifier avec les infrastructures. Voici pour le sommaire. Smart Bourse, c'est parti. On démarre tout de suite ce Smart Bourse avec tout ce qu'il faut savoir sur la planète marché avec vous, Pauline Gretel, bonsoir. Bonsoir. Focus France pour commencer, le CAC 40 qui retombe sous les 8400 points. Oui, l'indice parisien est pénalisé par les résultats d'Airbus, poids lourd du CAC 40 qui décroche de 7% au cours de la séance. Je reviendrai juste après en détail sur ces résultats. Juste avant, hier, le CAC 40 était en mode double record avec un record en séance et un record en clôture à 8438 points. Aujourd'hui, l'indice parisien se replie de près de 1% au cours de la séance. Ailleurs en Europe, la tendance est rouge aussi pour les autres grands indices. Et aux États-Unis, les indices ont ouvert en léger repli. Avant de passer aux résultats, on s'intéresse au marché obligataire. Oui, le rendement américain à 10 ans s'établit aujourd'hui autour de 4,10%. En Europe, le rendement allemand de même échéance est toujours très stable, autour de 2,75%. Et puis, un mot des métaux précieux aussi. Pour rappel, hier, l'or et l'argent rebondissaient. Là, ils évoluent autour de l'équilibre avec une once d'or sur le seuil de 5 000 $. Enfin, un mot du Bitcoin qui poursuit son repli et cède encore 2% au cours de la séance, autour de 65 000 $. Oui, ça le temps pour les crypto-monnaies. Aux US, Walmart est à la une. Les résultats sont conformes aux attentes pour le 4e trimestre de son exercice décalé 2026, un trimestre soutenu par le bond de ses ventes sur Internet notamment de 24%. Et cet essor, il est dû à l'intelligence artificielle. Le chiffre d'affaires progresse de plus de 5% sur la période à 190 milliards de dollars. Sur l'année, le chiffre d'affaires s'établit à plus de 710 milliards. Enfin, Walmart a récemment rejoint le club fermé des entreprises valorisées à plus de 1000 milliards de dollars. Le titre est en hausse de 2,5% à l'ouverture. 14e valeur qui a atteint le trillion de dollars. En France, on revient sur Airbus. Oui, Airbus chute donc après ses résultats. Dans le détail, Airbus est pénalisé par des problèmes de livraison de ses moteurs par Pratt & Whitney. Le groupe est contraint d'abaisser ses perspectives de production. Concernant les objectifs de livraison pour 2026, ils sont records mais inférieurs aux attentes. Par exemple, Airbus vise une production d'A320 Neo, son avion le plus vendu, de 70 à 75 appareils par mois d'ici fin 2027. Actuellement, le rythme de production est de 60. Dans les autres gadins du jour, on a Renault qui cède 5%. Oui, dans un environnement qualifié de compliqué, Renault est à nouveau contraint d'abaisser ses prévisions de marge opérationnelle pour 2026, l'anticipant désormais à 5,5%. En 2025, l'an dernier, donc, la marge opérationnelle s'est établie à 6,3% après un record l'année d'avant à 7,6%. Dans le sillage de Renault, Stellantis cède 3%. Une baisse également sur Euronext. Oui, les investisseurs sanctionnent les dépenses opérationnelles supérieures aux attentes. Ils ne prêtent pas attention aux résultats meilleurs que prévus de l'opérateur boursier au 4e trimestre. Enfin, la plus forte baisse du jour est attribuée à Eramet, hors CAC 40, qui plonge de 20% après la publication de résultats annuels inférieurs aux attentes. Bon, on va passer aux hausses désormais avec Orange. Oui, le titre Orange caracole en tête du CAC 40 en hausse de plus de 7% après la publication de ses résultats de 2025 et d'un nouveau plan stratégique. L'objectif de cash flow organique à horizon 2028 est jugé solide, tout comme l'objectif d'excédent brut d'exploitation. Alors, vous nous avez parlé d'Eramet à moins 20%, on a un titre à plus 10%. Oui, hors CAC 40,
gagnante, c'est donc Air France KLM qui s'envole de 10% au cours de la séance. La compagnie aérienne française fait état de résultats supérieurs aux attentes pour le 4e trimestre. De plus, malgré les tensions géopolitiques, Air France affiche un certain optimisme pour ses liaisons transatlantiques. Et on termine avec l'agenda de demain. Le rendez-vous de demain à ne pas manquer, ce sera la publication de la première estimation de la croissance américaine pour le 4e trimestre. Toujours aux États-Unis, on attend également la publication de l'indice PCE et Core PCE pour le mois de décembre. Au-delà de ça, les PMI préliminaires de la zone euro et des États-Unis pour février sont attendus. Du côté des résultats, on attend ceux de Air Liquide, Danone ou encore Warner Bros. Merci Pauline, c'était très complet. Allez, tout de suite, on passe à nos experts. Tous les soirs, on décrypte ce qui se passe sur la planète finance avec nos experts, les experts du jour en plateau. On est ravis d'accueillir Olivier Robert. Olivier, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Vous êtes responsable de l'équipe Fixed Income chez CPRAM. Petit nouveau dans l'émission. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, Nicolas Sopel. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Fabrice. Vous êtes stratégiste en chef de Quintet Private Bank, la banque privée. Quintet, voilà en bon français. Et puis François Rimeux, bonsoir François. Bonsoir Fabrice. Stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management. Bienvenue à vous. Messieurs, juste avant d'attaquer voilà, l'inflation, peut-être la fin de l'inflation, juste une réaction à ce qu'on vient d'entendre, par exemple ces résultats qui paraissent toujours étonnants. Enfin étonnants dans le sens où on a des swings voilà, avec des moins 10%, moins 20%, plus 10%. François, pour vous, vous dites retour à la normale, volatilité ? Je ne sais pas si c'est un retour à la normale, mais disons qu'il y a un peu de nervosité sur des marchés qui sont structurellement très peu volatiles depuis maintenant assez longtemps, dans une période où il y a quand même beaucoup de rotation sectorielle, avec des doutes sur l'IA et donc un peu de crainte sur la viabilité de certains profits. C'est pas forcément complètement malsain pour les marchés d'avoir un peu de vol et un peu de rotation. D'accord. Donc, oui, c'est un peu nerveux, mais est-ce que c'est anormal? Je dirais pas ça. Ces décrochages c'est pas des small caps, hein, c'est des grosses valeurs quand même. On a vu la semaine dernière Dassault Systèmes. On voit des swings assez importants. Nicolas, comment vous analysez ça? Je pense qu'il faut prendre ces résultats dans un contexte un peu plus global, dans le contexte de l'année. Comme François le disait, voilà, on peut s'attendre à de la volatilité sur le résultat de X ou Y entreprise. Mais au final, les perspectives de croissance restent plutôt solides à travers le monde, des US à la Chine, notamment en passant par le Japon. Donc il y a voilà, cette rotation sectorielle et donc des attentes qui sont parfois trop... peut-être des gens qui sont des investisseurs trop gourmands et qui sanctionnent certains titres. On le voit actuellement avec l'IA, c'est vraiment un peu le thème du moment, un peu plus d'analyse micro et sectorielle pour le moment. Mais il faut rester dans cette tendance, on le pense, dans cette tendance structurelle plutôt favorable à la croissance pour 2026. On va en parler justement de l'IA dans un instant. Juste dernière question pour vous, Olivier, qui est spécialiste des taux, taux crédit. Justement, est-ce qu'il y a un impact justement quand une valeur dévisse comme ça, sa note est dégradée? Il y a un impact sur les taux également? Oui, alors ça dépend. Quand ça atteint uniquement le résultat, il y a peu d'impact. En revanche, on a des écartements de spread assez réguliers. Oui, on l'a vu sur Stellantis il y a quelques semaines. On l'a vu également sur Renault. On a des écartements de spread, mais qui n'ont rien à voir évidemment avec les variations de la c'est plus les perspectives en fait, la globale de la société. Voilà, c'est plus vu. On regarde plus le crédit que la valorisation en tant que telle. En temps réel. Le risque crédit. Très bien, messieurs, on démarre avec voilà, une inflation qui a fortement ralenti en 2025, après des hausses de 0,9, 2% en 2024. Voilà, on a 0,9 en 2025, on avait 4,9 en 2023, 5,2 en 2022, on s'en souvient. Aujourd'hui, on voit que ça baisse quand même assez fort, alors peut-être par effet de comparaison. On sait également que les matières premières ont beaucoup baissé. Est-ce que ça veut dire que ce coup de frein, il pourrait avoir des impacts, notamment sur la politique de la Banque Centrale Européenne? Alors, un grand non. C'est pour le moment, on est quasiment exactement sur les fixings d'inflation, c'est-à-dire sur ce qu'anticipaient les marchés il y a encore de ça 2 ou 3 mois. On a moins d'inflation en 2026 versus 2025, mais c'est prévu, ce sont des effets de base, c'est principalement lié à l'énergie. Quand on regarde l'inflation core en zone euro, on est toujours au-delà de 2. On va rester probablement au-dessus de 2 jusqu'au deuxième semestre.
Et donc, vu les perspectives de croissance plutôt solides en zone euro, il y a, de notre point de vue, assez peu de raisons pour que la Banque centrale bouge une oreille, vu le contexte. On peut imaginer potentiellement qu'elle bouge au S2 si l'inflation corps passe en dessous et que la croissance faiblit un peu, mais à un instant T, elle n'a aucune raison de bouger. Nicolas, votre point de vue sur... Point de vue partagé. En plus, il faut prendre en compte, c'est vrai, la force de l'euro qui joue d'autant plus sur ce qu'on importe, notamment l'énergie. Donc, pour le moment, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Quand on regarde l'inflation des services, elle reste au-dessus dans les derniers chiffres, elle reste au-dessus de 3%. La croissance des salaires, en fonction des pays dans lesquels se trouve, reste aussi plutôt en moyenne à 3%. Donc voilà, les effets de base sur l'énergie peuvent se dissiper très rapidement. Les attentes, c'est une inflation qui reste autour de 2% sur la zone euro. La Banque centrale continue de communiquer qu'elle est dans cette zone confortable où la croissance tient et l'inflation est à 2% et qu'elle est tout à fait... Donc mission accomplie pour Madame Lagarde, atterrissage en douceur. Mission accomplie et la balance des risques plutôt équilibrée. Pas de raison de bouger pour cette année, non. Ouais, qu'est-ce qui pourrait amener la BCE à modifier son réglage? Alors, l'avantage d'une inflation qui passerait sous la barre des 2%, c'est que ça donnerait une marge de manœuvre supplémentaire en cas de problème à la BCE. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Une baisse des prix de l'énergie, par exemple, en cas espérons-le, d'arrêt de la guerre en Ukraine, par exemple, un des facteurs. On parlait de la devise lors du dernier comité, puisque lors du dernier comité, on avait l'eurodoll à 1,20. Oui. Et donc, ça a fait parler un peu, en l'occurrence, dans les questions post-meeting. Et donc, si 1,20, ça reste encore convenable. Si ça passait au-delà de 1,25, la BCE, avec une inflation sous la cible, aurait une marge de manœuvre donc, pour agir et pour faire baisser la devise. Bon, très bien. Donc, statu quo du côté de la BCE pour vous et pour toute l'année. Ouais. Toute l'année, c'est quasiment précisé par le marché. Et Madame Lagarde le dit bien, il faut que l'inflation se stabilise sous les 2%. Donc, qui dit stabilisation, dit pendant une période donnée. Et donc, oui, pour l'année, je pense qu'on est bon. En tout cas, il ne passe rien d'exogène. D'une banque centrale à l'autre, on passe à la Fed, où là aussi... on attend par contre des baisses. Alors, est-ce qu'il y en aura autant que prévu, Nicolas? Quand on regarde les chiffres de l'inflation aux États-Unis, c'est déjà un petit peu différent. C'est vrai, l'inflation des biens qui a refait surface avec les tarifs. Quand on regarde, parce que la Fed a un double mandat, donc on va regarder le marché de l'emploi qui a baissé, qui a montré des signes de faiblesse en 2025, mais qui se reprend depuis quelques mois, et les chiffres de janvier qui étaient plutôt encourageants. On se dit que pour le nouveau potentiel gouverneur de la Fed, il va falloir avoir de sérieux arguments pour convaincre son comité de vouloir baisser les taux une ou deux fois, comme le marché l'anticipe, ou de manière si agressive que ce que souhaite Donald Trump. Donc il faut vraiment que les chiffres d'inflation et de l'emploi aillent dans sa direction pour que la Fed puisse baisser les taux, parce que Kevin Warsh, s'il est nommé, s'il est confirmé par le Sénat, il va quand même falloir gagner il va être en période d'essai pendant quelques temps, il va falloir gagner la crédibilité des marchés. S'il arrive qu'il baisse tout de suite les taux, alors... S'il est aux ordres finalement de Donald Trump, ça ferait un peu... Voilà, donc la dominance fiscale, voilà, c'est le risque, je pense que c'est un risque qu'on pourrait voir sur les treasuries, qu'on pourrait voir sur le dollar. Il va falloir avoir de sérieux arguments pour Kevin Warsh, pour baisser les taux. Tant que l'inflation reste au-dessus de sa cible et que le marché de l'emploi se tient. Oui, alors c'est ce qui est prévu. Donald Trump devrait nommer donc Kevin Warsh. Il avait parlé, le président des États-Unis, de jumbo cuts, de méga coupes dans les taux. Vous y croyez, François Rimeux? Pas vraiment. Le marché price 2 baisses de taux. C'est à peu près la même chose que ce qu'il priceait avant qu'on soit sûr que ce soit Kevin Warsh qui soit le successeur. C'est même pas encore certain, parce qu'il n'a pas encore été confirmé par le Sénat d'ailleurs. Donc pour le moment, Kevin Warsh ne change pas grand-chose à l'histoire des marchés. Et pour le moment, finalement, on est sur un scénario qui serait celui d'une Fed assez orthodoxe, entre guillemets, assez normale. Les jumbo cuts dont parle Trump, c'est pas de 2 baisses de taux, c'est d'en faire 3, 4, 5 et d'aller vers un taux dont a parlé Stephen Byron, par exemple, autour de, j'en sais rien,
2,50 autour, donc beaucoup plus bas que ce qui est pricé actuellement. Donc tant qu'on est dans le scénario de ce que les marchés anticipent, pour les marchés, c'est un peu, entre guillemets, une histoire. C'est une Fed qui reste globalement indépendante. Et il faut rappeler que la Fed, c'est 12 gouverneurs qui votent. C'est pas un seul qui décide. Donc, il y aura de toute façon des contre-pouvoirs. Et de toute façon, en tout cas, sur ce qu'on voit dernièrement, on a eu des signes d'indépendance plutôt renforcés de la Fed, que ce soit sur ce qu'a dit la Cour suprême sur Lisa Cook, que ce soit sur la nomination des banquiers régionaux en avance, avant que Trump puisse venir mettre son nez dedans. Donc, on est plutôt dans un scénario, pour le moment, assez normal pour la Fed. Mais c'est assez incertain, parce que Warsh est finalement assez difficile à lire pour les marchés. Ouais. Il a peu communiqué dernièrement, et il a eu une posture en 2008 qui était plutôt celle de quelqu'un de peu accommodant, opposé aux politiques du quantitative easing, opposé à la politique de taux zéro. Donc, il n'est pas évident à lire. Ouais, on verra ça. Du côté de CPRM, on a des anticipations pour la Fed ou... Non, comme le consensus de marché. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça a été mis en exergue hier dans les minutes. Il y a quand même le risque inflation qui n'est pas nul, quoi. Donc l'inflation, on a cru qu'elle monterait avec les tarifs de Trump. Finalement, tout se passe assez bien, mais on a quand même une inflation qui résiste et qui est loin de sa cible. Ouais. On dit que justement, ces tarifs, ils ont été finalement absorbés par le consommateur américain. Est-ce qu'on a des signes tangibles En tout cas, oui, c'est ce qu'on dit, c'est que, en gros, 3/4 de la hausse des prix a été absorbée par le consommateur américain. Après, en signe tangible, on doit avoir une partie dans l'inflation, mais je n'ai pas les chiffres. Ça ne se voit pas beaucoup pour l'instant. La Fed de New York a sorti un papier hier ou avant-hier dessus, où elle revient sur justement qui paye les tarifs, exactement, et elle arrive à la même conclusion que toutes les études précédentes, c'est 90% le couple consommateur et entreprise américaine, et entre 5 et 10% les exportateurs. Et à l'intérieur de ces 90%, donc payés par les États-Unis, c'est principalement effectivement le consommateur, mais c'est uniquement sur les biens. Et donc, sur les services, c'est beaucoup plus difficile finalement à calculer. Et il y a plus de capacité de fixation des prix dans les services. Et plus de pricing power que sur les biens, où finalement les entreprises sont obligées de rogner un peu sur les marges. Donc, il y a une inflation aux États-Unis sur les biens, mais sur le reste, pour le moment, on est plutôt surpris de manière positive. Mais il faut se rappeler qu'on est aussi post-shutdown, que c'est compliqué à lire, qu'on a eu des calculs au mois d'octobre qui n'ont pas eu lieu. Et donc, il y a quand même des doutes sur est-ce que ces chiffres sont plus ou moins bien calculés. Et on pourrait être un peu surpris potentiellement dans 2 ou 3 mois par les prochains chiffres. Longtemps, on critiquait les chiffres de la Chine. Aujourd'hui, c'est les chiffres des États-Unis qui sont révisés, mais pas dans des petites proportions. Quand on voit que c'est 1 million sur les chiffres des jobs, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a cette problématique du pouvoir d'achat qu'on a tous dans nos économies occidentales. Ça pourrait peser sur le débat là, des mid-terms, si c'est le consommateur effectivement américain qui paye la facture in fine. Nicolas? Clairement, oui. Ce que souhaite Donald Trump, c'est de voir une inflation qui ralentit en allant dans les midterms. Alors, c'est vrai qu'au moment où il a introduit les tarifs, beaucoup se sont essayés au jeu des prévisions, de voir comment ces tarifs vont aller répercuter dans l'inflation. Mais on s'était dit, c'est vrai qu'avec les effets de base, d'ici 1 an, en allant vers les midterms, une fois l'impact des tarifs qui est peut-être modéré, en tout cas dans les chiffres pour le moment, l'effet des tarifs qui est plutôt en mode one-off devrait s'y dissiper. Donc peut-être que Trump aura cette carte à jouer, mais je pense qu'il y a plein de dynamiques qui jouent actuellement aux États-Unis sur les midterms. On vit dans un monde qui est vraiment fragmenté, mais le monde américain, le monde politique américain est également très fragmenté. On commence à voir aussi des articles qui sortent dans les grands journaux sur le risque que fait courir l'IA pour les populations qui sont proches des data centers, etc. Donc il y a plein d'enjeux, la géopolitique, la relation que Trump a avec ses alliés historiques, peut-être un petit peu moins perceptible pour l'électeur américain, mais clairement il y a plein d'enjeux pour ces midterms. Alors justement, parmi les éléments qui nous interrogent, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo du Nouvel An chinois, la parade entre les robots et les enfants. Vous l'avez vu, c'est assez étonnant. Alors, bon, on n'a pas les images, mais on essaiera de les mettre peut-être sur notre site ou sur le site LinkedIn. Effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit des robots humanoïdes qui sont en train de danser. Alors, ils dansent, mais en même temps, c'est assez
c'est un petit peu inquiétant parce qu'ils ont une fluidité absolument extraordinaire. Ils ont des bâtons, ils ont des nunchaku, ils font une parade qui est assez artistique. Mais on peut se dire, tiens, demain, ce sera peut-être les robots, les guerriers du futur. Une démonstration de force, on a l'impression, et en tout cas, une démonstration aussi de la technologie. En tout cas, c'est ce qui m'a frappé en voyant ces images. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. Qu'est-ce que ça vous inspire, François Rémy? Que la Chine est le principal concurrent technologique des États-Unis, mais c'est pas nouveau. On l'a vu sur les drones, ils sont capables de faire des choses qu'on ne fait pas ailleurs. On l'a vu même sur le côté écosystème de technologique. Après les États-Unis, c'est finalement en Chine qu'on a un écosystème réel qui se crée avec des sociétés compétitrices réelles pour les Américains. Donc, c'est une confirmation de l'émergence de la Chine qui est passée d'un très grand pays capable de produire des biens entre guillemets de qualité basse, après qualité moyenne, et aujourd'hui des biens à forte valeur ajoutée. Qui concurrence d'ailleurs nos technologies. Absolument, mais c'est le cas sur quasiment tous les domaines maintenant. Oui, réaction justement, vous avez vu la vidéo peut-être sur ces robots humanoïdes, c'est une démonstration de force quand même. Oui, et si c'est vrai, encore une fois, parce que maintenant on sait qu'on peut tout se faire aussi avec les images, donc faut faire attention un petit peu. Cette vidéo semble réelle et je l'ai vue il y a une autre vidéo qui est sortie qui comparait 2024 ou 2025 avec 2026 et la différence est flagrante. C'est-à-dire qu'en un an, les progrès réalisés par la Chine dans la robotique humanoïde, c'est assez spectaculaire. Donc oui, c'est une démonstration de force. Il semblerait aussi que ces derniers jours, une vidéo soit sortie par l'armée chinoise, donc par la People Liberation Army, pour le coup générée par l'intelligence artificielle, mais qui met en scène ces robots humanoïdes qui serviraient d'entraînement pour les soldats de demain. Donc effectivement une vraie démonstration de force des capacités de la Chine en termes de technologie, d'intelligence artificielle, de robotique, pas forcément à des fins de conquérir le monde, mais vraiment de réasseoir sa dominance. À un moment où les États-Unis se retirent de la scène géopolitique mondiale, la Chine se rend compte qu'elle a certainement ce rôle à prendre, et il faut le faire avec un petit peu en montrant un petit peu les muscles que l'on a, mais sans une volonté guerrière. Alors ça fait le lien avec notre page IA, un peu comme tous les soirs, parce que c'est difficile de passer à côté, notamment au niveau des montants, au niveau de ces hyperscalers. Alors je m'adresse à vous, même si vous êtes plus du côté taux, bien évidemment, les crédits, mais parce qu'on voit que ces sociétés quand même lèvent des montants astronomiques. Je pense au méga emprunt, le bond de 100 ans de Google, qui emprunte finalement comme un État aujourd'hui. Oui, c'est des montants astronomiques. Et effectivement, au début, c'était plus ils se finançaient par les actions. Et là, depuis l'année dernière, on voit vraiment de plus en plus de ce genre d'acteurs venir et lever de la dette. On l'a vu l'année dernière. Ça représente, sur le marché euro, ça représente 20%, tout ce qui est, on appelle ça des reverse Yankees, c'est-à-dire les émetteurs américains qui viennent émettre en euros. Donc, juste pour la partie euro, c'est 20% alors, il y a les IA et d'autres émetteurs, mais en tout cas, c'est 20% des émissions en euros. Donc, c'est énorme, et ça devrait être entre 20 et 25% cette année. Et donc, pour revenir sur le cas de Google, effectivement, qui a émis 20 milliards dernièrement, en différentes devises, en francs suisses, en sterling et en dollars. Largement souscrit en plus. 10 fois souscrit, et avec donc l'émission qui a fait à laquelle vous faites référence, c'est le 100 ans. Donc c'est vrai que qu'est-ce que ça veut dire 100 ans pour un émetteur privé? On ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, pour pricer le crédit d'un émetteur privé sur 100 ans, c'est assez compliqué. D'autant plus, on a des dettes perpétuelles, bancaires, les hybrides, les choses comme ça, mais il y a des clauses de sortie au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans. Là, c'est un format senior, classique, quoi, sur 100 ans. Alors, on récupère son argent en 2126 ? Pardon ? On récupérera son argent en 2026 si tout va bien, si Google est encore là. C'est pas moi qui vous le dirai. Mais non, mais on a vu des États le faire. L'Autriche, typiquement, émet du 100 ans, mais elle est préplacée, son émission. Il y a des ALM ou autres qui ont besoin de ces maturités pour s'adosser. Donc là, j'imagine qu'il y a une partie de cette émission qui a été aussi préplacée. Sinon, franchement, aller sur du 100 ans, c'est vrai que c'est un peu...
exceptionnel. Ces hyperscalers qui sèment un petit peu le doute, hein, c'est vrai, sur fond d'accélération de leur capex, c'est vrai qu'ils sont passés historiquement asset light. Maintenant, ils sont ils ont de plus en plus d'assets, asset heavy. Comment vous voyez, on a titré peur sur les hyperscalers, cette concentration, on en parle beaucoup, on sent qu'il y a un petit peu de défiance depuis novembre, depuis tout ce qui se passe, depuis les nouveaux modèles. François Rémaux, quelle est votre vision là sur ce qui se passe sur l'IA? Alors, et on a une défiance qui est très claire sur tous les logiciels. Le software se fait matraquer depuis le début de l'année, même si ça avait commencé avant. Mais on a un gros repricing là-dessus. Parce qu'on pense que c'est vraiment le sous-secteur qui va être disrupté par les IA. Un certain nombre de boîtes, finalement, vont disparaître ou pseudo-disparaître parce que les logiciels vont être internalisés, ce que permettra l'IA. Est-ce que c'est vrai ou pas? On verra. Et en tout cas, la réaction est très sévère sur les softwares, qui ont perdu à peu près 20-25% depuis le début de l'année. Mais il faut aussi prendre un peu de recul et se dire que c'était un sous-secteur qui était très cher auparavant, donc s'appuyait sur les estimations bénéficiaires qui étaient très optimistes. Et donc, dès qu'on revoit un peu le scénario, quand on a des valos qui sont à 35-40 fois les earnings, forcément, il y a peu de place au doute ou à la déception. Et c'est ça, finalement, qui fait mal à ces boîtes-là, c'est qu'on ne sait pas, on met l'incertitude, et donc on va mettre une prime de risque, et on va arrêter de payer aussi cher ces boîtes-là. Mais quand on regarde d'autres parties de l'IA ou de la tech, les semis, le hardware, il y a zéro problème, en fait. Ça se passe très bien. Donc, il faut vraiment différencier les sous-parties, entre guillemets, de ça. Après, pour revenir sur les montants investis des hyperscalers, donc les 600 milliards, les top 4 ou 5, après, si on rajoute Oracle, ça fait 700. C'était beaucoup l'an dernier, et là, c'est à plus 60%. Oui, alors, il y a une partie hausse des prix qu'il faut prendre en compte, puisque quand on regarde, par exemple, il y a 3 ou 4 mois, on estimait que c'était 500 milliards qui allaient être prévus. Finalement, c'est 600. Et finalement, c'est beaucoup une hausse de prix. Hausse des prix des puces, hausse du prix de la mémoire, hausse du prix du cuivre, etc. Il y a une quantité de hausse de prix qui explique une partie de cette hausse. Mais oui, elles sont lancées dans une course à l'armement. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on aura un rendement sur investissement suffisant? Et là, aujourd'hui, c'est la grande question et personne n'a la réponse à ça. Personne ne sait. Après, est-ce qu'elles peuvent se le permettre? Oui, les profits sont gigantesques. Alors oui, les free cash flow sont moins forts, mais ça n'empêche que ces boîtes-là sont toujours très, très rentables et avec un risque de crédit, pour revenir à la mission de Google, qui est extrêmement faible. Google, c'est AA+, il ne se passe rien. Même Oracle, c'est encore investment grade. Donc, et pourtant, c'est sans doute, entre guillemets, celui qui est flagué comme étant le plus sujet à caution dans ce groupe des gros hyperscalers. Même question pour Nicolas. Qu'est-ce que ça dit, cette correction du TAMIA depuis ces quelques mois? C'est un price discovery ou c'est une crise plus profonde? Non, moi, je le vois sous deux angles. C'est vrai qu'il y a eu une période d'euphorie où tout ce qui était labellisé IA était était une valeur de l'avenir. Je regarde peu la télé, mais quand vous regardez la télévision, vous voyez les pubs, tout est passé. On vous commercialise tout avec l'IA. C'est comme si vous pouviez changer votre pare-brise avec de l'IA. Enfin, voilà, il y avait vraiment cette euphorie. On arrive un peu à un reality check où, voilà, c'est les progrès qui sont justement liés à l'IA, notamment l'IA agentique, remettre un petit peu en cause. C'est qu'on ne peut plus être dans cette euphorie. Il va falloir maintenant, on ne peut pas continuer à être dans cette structure. Alors, je ne veux pas rentrer dans une théorie un peu complotiste, mais on était dans une structure un peu pyramidale sur le jeu. Il faut maintenant le retour sur investissement. Donc, il va falloir délivrer. Il va falloir les émissions de dette montrent qu'il va falloir avoir que les entreprises... Un retour sur investissement, comme disait François. Oui, voilà, il faut attendre ça. Voilà, donc ça veut dire que les entreprises... On est passé dans un monde logiciel, software, où il y avait de fortes marges, de faibles coûts, où maintenant on est plutôt dans le AI utility, c'est-à-dire que vous avez des data centers, il faut payer l'électricité, c'est très consommateur. Donc voilà, il y a toute cette partie que le marché est en train de repricer. Effectivement, comme François l'a dit, il y a d'autres secteurs qui se portent bien. Et en fait, qu'est-ce qui est sous-jacent à tout ça? C'est les semi-conducteurs, c'est le hardware. Et on le voit d'ailleurs avec les entreprises, notamment asiatiques, sud-coréennes, qui se portent très bien. Le monde a besoin de hardware. Et donc ça, ce qui veut dire que cette tendance reste structurelle. Il y a juste un repricing. Les bénéfices sont encore bons, mais c'est plutôt sur les
on va dire, sur les marges du futur que le marché s'interroge sur les futurs gagnants, sur les futurs perdants. Il y aura une consolidation, elle est en train de se faire. On le découvre, mais rien d'alarmant. La tendance structurelle est toujours là. Ouais, et pour l'instant, le cash est abondant. Voilà, et ça souscrit allègrement. Tiens, justement, messieurs, on passe à notre page allocation d'actifs. Que faire, justement, dans ce monde tourmenté? On voit qu'il y a eu beaucoup de rotation sur les télécommunications, sur les utilities, sur l'énergie, on en parlait à l'instant, sur les matériaux de base qui profitent pleinement de ce cycle. On a l'impression, c'est vrai qu'on revient après avoir parlé beaucoup du cloud et de l'IA sur des choses très, très tangibles. Vous le remarquez également chez CPRM? Oui, alors en termes d'allocation, moi je travaille, comme je le disais, sur le fixed income. Donc c'est vrai qu'on a vu toutes ces variations énormes sur les actions qui ont été beaucoup plus modérées. Alors sur l'IG, sur l'investment grade, oui, c'est-à-dire le crédit de bonne qualité quasi inexistante, et sur le high yield, donc les obligations à haut rendement. Quelques secteurs ont un peu plus souffert, mais on parle de 15 BP. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, on est revenu au niveau des plus bas quasiment, quoi. Et ça s'explique par le fait que dans l'investment grade, il y a les émetteurs dont on citait tout à l'heure, mais les gros émetteurs de très bonne qualité, mais il n'y a pas du tout les softwares dont on parlait précédemment, qui sont plutôt financés par la dette privée, des loans, et plutôt aux US. Donc c'est plutôt un problème, je dirais, des US, quoi. Et donc on a vu très peu de contagion, nous, sur les marchés européens. Et donc on reste très positif. Il y a eu des impacts sur le marché européen. On a eu des SAP, des Dassault Systèmes. Est-ce qu'ils ont été dégradés sur la note de crédit également ou non? Non. Ça a été. Enfin, il y a eu un élargissement des swaps, mais très très modéré, quoi. Très modéré. Et donc bonne nouvelle, parce que souvent c'est vrai que le crédit, c'est vraiment un marqueur de défiance. Ouais. Souvent on regarde beaucoup les actions, mais en fait les grandes crises elles partent souvent de l'assèchement du crédit. Mais la chose un peu qui diffère par rapport aux années précédentes, c'est le cash. Comme vous le disiez, il y a énormément de cash. On le voit dans les sursouscriptions, que ce soit dans le crédit, dans les gov, dans les SSA. Tout est sursouscrit. Alors on appelle ça donc le bid to cover, c'est-à-dire le nombre le ratio de demandes par rapport à l'offre, qui était très élevé. Il est un peu moins ces derniers temps, mais il reste quand même historiquement élevé. Il y a un indice de frilosité dans votre quand ça baisse, donc du coup. On a ce bid to cover justement qui indique ce ratio-là, et même pour des émetteurs où actuellement on voit que c'est des émetteurs qui émettent sous le marché secondaire. Donc la prime est négative, et malgré ça, on a des bid to cover importants. Donc il y a vraiment une réelle demande pour le crédit en général, pour l'investment grade en particulier. Qui en plus on reste positif là-dessus. Allocation d'actifs, qu'est-ce qu'on fait, François? Qu'est-ce qu'on recommande chez Crédit Mutuel? Croissance nominale qui est plutôt forte, un risque inflationniste qui est, on va dire, maîtrisé, même s'il n'est pas complètement clair partout, il est maîtrisé. Des politiques budgétaires qui sont extrêmement accommodantes aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, bientôt au Japon, etc. Tout ça pousse à la prise de risque. Tout ça, positif croissance nominale, c'est positif earnings, c'est positif pour les actions. Donc positif action, surtout dans un monde où les spreads de crédit sont quand même pas très larges, globalement, on peut pas dire ça. Donc positif action, et dans le contexte dans lequel on est, a priori, les zones préférées sont les émergents, parce que l'Asie du Sud-Est est en train d'accélérer de manière graduelle, le LATAM aussi, qu'on sort d'une période négative sur le dollar, qui est toujours un peu sous pression. Tout ça est positif pour les émergents qui ont été sous-investis chroniquement pendant des années. Et en deuxième, l'Europe, ou la zone euro plutôt, parce que elle aussi jouit d'enfin un renouveau avec une croissance bénéficiaire qui devrait atteindre, on l'espère, les 10% en 2026. Mais pour le moment, ça tient. Après 3 années où on a fait 0. Et eux aussi, là aussi, les allocataires sont très très faiblement investis en actions euro. On avait des meetings avec des banques d'investissement américaines, et qui nous disaient que pour la première fois depuis peut-être 3 ou 4 ans, les Américains eux-mêmes investissaient ailleurs qu'aux États-Unis, parce qu'ils trouvaient ça trop cher, parce que le thème de l'IA était moins clair, et parce que finalement on voyait une croissance bénéficiaire ailleurs, et que ça les intéressait plus. Donc le Japon, retour en grâce du Japon. Le Japon, le problème, c'est que en fait le Japon, c'est booming pendant 12 mois, tous les 6-7 ans. Et donc, il faut prendre le train en marche. Il ne faut pas rater la fenêtre. Et, une fois que le train est lancé,
C'est compliqué. On a déjà vu une très forte baisse du yen. C'est souvent ça, et c'est beaucoup ça là aussi qui explique la surperformance des actions japonaises. Est-ce qu'aujourd'hui le yen peut continuer de fortement baisser? Quand on regarde le spread de taux réel entre Japon-euro ou Japon-US, qui est le principal facteur explicatif des devises, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de place pour que le yen baisse. Donc, pas beaucoup de place pour que le Japon surperforme encore. Donc, un peu prudent sur le Japon. Quand même. Très bien. Donc, je résume. Cap sur les émergents. Sur les US, un peu cher. Zone euro, réveil de l'Europe. Nicolas, qu'est-ce qu'on fait chez Quintet? Écoutez, nos perspectives, elles reposent sur 4 piliers essentiels pour 2026. C'est une réduction des tensions commerciales, un soutien fiscal à travers le monde, des politiques monétaires, même si on est en fin de cycle, qui sont plutôt vers garder les taux là où ils sont ou les baisser. On en a parlé avec la Fed. Et toujours ce cycle d'investissement dans l'IA. Si on voit les investissements pour 2026 des Big Five aux États-Unis, c'est un nouveau plan fiscal. C'est presque c'est plus de 2% du PIB américain. Donc c'est un contexte positif, croissance, avec des taux d'intérêt qui devraient baisser ou rester là où ils sont. Donc de ce point de vue-là, une surpondération des actions par rapport aux obligations. Maintenant, on vit toujours dans ce monde multipolaire, fragmenté, donc il faut quand même avoir un petit peu de diversification. Vous avez parlé des émergents, ça c'est une de nos convictions fortes. On est rentré en surpondération des émergents assez tôt en 2025, quand j'ai vu que la Chine faisait ce revirement un petit peu de politique. Voilà, ces piliers sont là, les émergents sont toujours une conviction. À mesure que Donald Trump pousse le reste du monde à aimer le reste du monde, voilà, les émergents continuent à être notre surpondération la plus importante, mais la croissance est toujours positive aux États-Unis. C'est toujours délicat de sous-pondérer, on va dire, les actions américaines. Maintenant, on peut se diversifier au sein de cette classe d'actifs, c'est-à-dire que au lieu d'essayer de deviner quel secteur va surperformer d'un mois à l'autre, nous étions rentrés avec le fameux S&P Equal Weight à pondération égale, qui avait sous-performé certes en 2025, mais qui se porte très bien actuellement. Ça veut dire que les 493 valeurs hors Max 7, les 7 magnifiques, sont en train de rattraper. Voilà, donc il y a une distorsion, voilà. C'est tellement énorme. Exactement, donc on voit vraiment le rallye un peu s'étendre. Les secteurs qui nourrissent aussi l'IA commencent à en bénéficier. Il y a aussi le soutien fiscal de la part de Donald Trump qui rentre en compte. Donc, on peut rester avec les actions américaines, mais diversifier avec du equal weight et aussi en se couvrant par rapport au risque de change. On peut aussi continuer à aimer la zone euro pour les plans de dépenses. Donc voilà, en tout cas, grosso modo, sur la partie action. Ouais, ça revient beaucoup sur ce plateau et sur d'autres, évidemment. Cap sur les émergents, on nous dit cap sur les émergents, sur les actions, mais également sur les obligations. Qu'en pensez-vous ? Oui, les émergents bénéficient effectivement de la faiblesse du dollar actuellement et ça se comporte très bien sur les... Alors, moi, dans mes portefeuilles, j'en ai pas, mais effectivement, c'est une classe d'actifs qui... Vous, c'est l'Europe. Oui, essentiellement. Okay. Enfin, on peut avoir des émetteurs hors Europe, mais essentiellement en euros. Et quand on a la devise, on couvre la devise. Donc, on suit évidemment le bloc Japon, le bloc US. Qui d'ailleurs, le bloc Japon, c'est celui qui a fait le plus parler de lui en termes de taux dernièrement, puisque en 2025, les taux en Europe ont légèrement monté, ceux aux US ont légèrement baissé, et les taux japonais ont explosé à la hausse avec la hausse de l'inflation. Et d'ailleurs, c'est une des seules banques centrales à avoir des anticipations de taux à la hausse pour l'année à venir. Ouais, vous n'avez pas habitué à ça, les amis japonais. Non, on sort de 2 ou 3 décennies de calme plat. Là, ça se réveille. Ouais. Est-ce que, toujours dans les obligations, il y a des secteurs que vous regardez en particulier en Europe? Oui, on aime bien les bancaires. On aime bien, alors surtout en Europe, puisque la réglementation fait que les bancaires sont très sécurisés maintenant. Et puis l'avantage des bancaires, c'est qu'il y a différentes seniorités pour les titres. Donc on prend les titres les plus subordonnés. Et donc qui font un très très bon début d'année d'ailleurs. Et après, on a des secteurs dans la construction essentiellement, puisque l'Allemagne, mais l'ensemble des pays européens ont fait des plans de relance en termes dans l'infrastructure et dans la défense évidemment. Donc tous ces secteurs-là sont
sont plutôt bien. On va dessus. Bancaire et construction. Côté action, messieurs, François Rimeux, on parle beaucoup de défense, de pharma, du retour des utilities. On l'a vu avec Orange, tiens, aujourd'hui, qui prend 4 ou 5%. On a l'impression que là, c'est le réveil de la vieille économie, un peu comme après la bulle Internet. Ouais, il y a un petit peu de tout. Effectivement, la thématique bancaire, elle est probablement toujours valable, même si les valeurs sont évidemment moins intéressantes qu'il y a 3 ans ou 4 ans. Mais quand on regarde ça sur 20 ans, c'est pas très cher en fait, les banques en zone euro. Et pour les raisons un peu opposées, c'est-à-dire comme on déréglemente un tout petit peu quand même le secteur bancaire, beaucoup plus aux US, mais un petit peu en zone euro, on sent bien quand c'est un peu en train de changer de philosophie, c'est plutôt bon pour le secteur bancaire, avec des pentes qui se restent globalement plutôt pentues. Donc les bancaires, ça reste toujours intéressant. Le côté industriel, aéronautique, défense, évidemment, on est sur quelque chose de thématique qui ne va pas durer 2 ou 3 mois. Ça va durer des années, les besoins d'investissement. Et donc, on va rester positif là-dessus. Le côté utilities est intéressant aussi, parce que besoin d'électrification, tout ce qui est lié au thème de l'IA, sans faire partie réellement de l'œil du cyclone et de la volatilité. Ça, on aime bien aussi. Et pharma, oui et non, il y a un peu de tout dedans. Donc, c'est pas un énorme play, mais on est moins négatif que là où on était précédemment. Donc, il y a des choses qu'on commence à bien aimer. Mais il y a un secteur en particulier que vous regardez sur la pharma? Ouais. Non, c'est vraiment plus du stock spécifique dessus. Très bien. Donc, il n'y a pas de gros call dessus aujourd'hui. Nicolas, chez Quintet, sur les secteurs, est-ce qu'il y en a qui vous semblent intéressants, dans ceux qu'on a cités, les défenses, pharma, utilities, construction? Défense, voilà, pour moi, tout ce qui va être central aussi autour de l'IA. Donc, voilà, mais encore une fois, on est plutôt dans une planification plutôt que d'essayer vraiment de prévoir quel secteur va surperformer d'un mois à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on entretient un peu ce S&P à pondération égale. Mais c'est vrai que l'exposition entre les États-Unis, qui est très concentrée en tech, donc ça reste dans tous les cas un secteur prédominant. C'est un proxy tech quand même quand on achète les États-Unis, non? C'est un proxy tech, exactement. Maintenant, les émergents avec la Chine aussi d'une certaine façon, et cette allocation en Europe, ça nous permet d'aller sur les financières, par exemple, et sur la défense. Donc, voilà, je fais vraiment attention à cette rotation sectorielle, parce que d'un mois à l'autre, voilà, les valorisations aussi changent. Est-ce que quand vous voyez que Consumer Staples aux États-Unis est le deuxième meilleur secteur sur ce début d'année, ça paraît un petit peu surprenant dans le... Après, on sait, dans les consommateurs, je ne sais pas si on met Walmart, puisque maintenant ils se définissent comme une technologie, je crois que ça a intégré le Nasdaq d'ailleurs, donc ça brouille aussi un peu les pistes avec son, je sais pas, un quart de son chiffre d'affaires qui est fait sur Internet, il serait en train de concurrencer Amazon. Carrefour pourrait s'en inspirer, par exemple. C'est vrai que c'est assez étonnant. Alors, est-ce qu'il faut est-ce que cette rotation, elle est durable finalement, ou est-ce qu'on va revenir sur ce qu'on connaît et chacun... C'est pas évident. Vous êtes plus sur les allocations aujourd'hui en disant, voilà, plus action qu'obligation, voilà, actifs risqués. On l'a vu dans vos analyses les uns et les autres. C'est plus, on a l'impression que voilà, tout roule. En tout cas, c'est bien balisé. Côté obligation, le cash est là. Le cash est là, et c'est vrai que les secteurs sont quand même c'est assez homogène, en termes de l'année dernière, par exemple, on a eu quasiment bon, à part de rares exceptions près, mais on a eu tous les secteurs qui ont fait à peu près la même performance, quoi. C'est assez homogène. Il y a beaucoup moins de disparités comme celle que l'on voit actuellement sur les actions aux US. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Bon, en gros, on continue à diversifier, c'est le maître mot. On a l'impression toujours. Oui, mais après, de toute façon, le juge de paix, ce seront les bénéfices. On parle du secteur de software tout à l'heure, mais pour le moment, on voit aucune inflexion. Les trajectoires bénéficiaires, elles restent très bonnes. Les prévisions 2026-2027, c'est plutôt en hausse par rapport au début d'année. Donc, in fine, c'est ça qui sera le juge de paix de là où iront les marchés. C'est ce que font les bénéfices. Et donc, c'est ça qu'on va mettre à jour tous les 3 mois. Est-ce que vraiment tout le monde suit le plan? Est-ce qu'on a des bonnes ou des mauvaises surprises? Mais oui, aujourd'hui, ça reste plutôt très bien orienté, globalement. Bon, ça veut dire qu'on est plutôt optimiste en ce début d'année pour les portefeuilles, même si, on le disait en début d'émission, effectivement, on a des fois des surprises valeur par valeur. C'est vrai que globalement, on rappelle aussi qu'on est quand même sur une performance du CAC 40. On est pratiquement au plus haut à 8400 points. C'est plutôt de bon augure.
Voilà, dividende réinvesti, c'est encore mieux, sans doute, et ça va peut-être durer. Eh bien, messieurs, un grand merci pour cette édition de Smart Bourse. Olivier Robert, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de l'équipe Fixed Income chez CPRM. Bravo pour ce baptême du feu avec nous ce soir. Merci Fabrice. François Rimeux, merci, stratégiste senior chez Crédit Mutuel Asset Management. Merci Fabrice. Et Nicolas Sopel, stratégiste en chef chez Quintet Private Bank. Merci Nicolas. Merci, voilà, Fabrice. cette édition n'est pas terminée, puisque dans un instant, on va s'intéresser à un secteur qui intéresse aussi beaucoup les investisseurs, ce sont les infrastructures. À tout de suite. Dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, on s'intéresse aux infrastructures avec un spécialiste. Notre invité, c'est Jean-Philippe Richaud. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Fabrice. Vous êtes directeur des investissements de Swen Capital Partners. Voilà, vous investissez justement, vous allez tout nous dire sur cette classe d'actifs des infrastructures, alors qui peut sembler relativement récente. En tout cas, on en parle dans le grand public, on va dire, depuis quelques mois, quelques années. Et pourtant, c'est très connu des investisseurs institutionnels notamment. C'est vrai. Alors, c'est une classe d'actifs qui, malgré tout, reste assez jeune, parce qu'en réalité, les infrastructures, on connaît ça depuis des dizaines d'années, mais c'était essentiellement l'État qui couvrait les besoins d'investissement. Et Oui. puis, il y a une vingtaine d'années, on a assisté à l'émergence des premiers fonds dédiés aux infrastructures, mais les allocations, on va dire, formelles dans les portefeuilles institutionnels, ça a une quinzaine d'années. Donc, c'est assez récent, malgré tout, pour une classe d'actifs. Quand on parle de finances, 15 ans, c'est très peu. Oui. Pourquoi on a cet engouement soudain parce que c'est vrai qu'à priori, on se dit les infrastructures sont des énormes projets, ça coûte très cher, ça va être très très long, on va peut-être pas revoir son argent avant des années, et pourtant, il y a de plus en plus d'engouement. Alors, il y a plusieurs aspects. Le premier, en effet, c'est les besoins de financement qui sont colossaux. Le G20 parle de 100 000 milliards d'investissements nécessaires à l'horizon 2040. Alors, il y a des enjeux liés à la technologie, notamment l'IA, mais aussi à la transition énergétique, l'adaptation au changement climatique. Donc ça, ce sont des facteurs, on va dire, qui portent un peu l'engouement. La classe d'actifs elle-même, elle s'est faite une place dans les portefeuilles des institutionnels parce qu'elle a des caractéristiques très spéciales, notamment sur la préservation du capital, donc Oui. une protection à l'inflation qui a notamment été validée dans les années récentes. Et puis, une capacité, c'est vrai, à se projeter sur le long terme et donc à donner de la visibilité aux investisseurs sur un rendement à très long terme. Et ça, c'est des facteurs qui sont extrêmement importants pour les institutionnels. Et puis, le dernier élément, c'est qu'on est dans les infrastructures, dans un domaine qui est essentiel à la vie quotidienne de tous les jours, les transports, la communication, l'eau, la santé. Tout ça en fait, on va dire, un élément essentiel de l'adaptation des sociétés alors, au changement climatique, mais à l'évolution technologique d'une manière générale. Ouais. Et donc une classe d'actifs absolument intéressante qui se situe au cœur des préoccupations de tout un chacun. Question d'actu, là, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle tous les soirs pratiquement sur ce plateau avec ces hyperscalers. Ils ont besoin d'énormément d'énergie et de data centers. Est-ce que ça fait partie des infrastructures ? Ça fait partie des infrastructures. Alors on regarde ça avec attention parce que naturellement, il y a différents modèles dans le financement des data centers. Nous, ce qu'on aime bien, c'est ce qui fait la thèse d'infrastructure en général, c'est ce qu'il y a, on va dire, en appui de ces investissements dans les data centers, des contrats à long terme qui donnent justement ces caractéristiques financières de prévisibilité des cash flows. Et puis, un point qui est essentiel pour Swen, c'est les aspects de durabilité, parce que quand on investit dans les data centers, c'est extrêmement gourmand en énergie. Et donc, on a fait un investissement, notamment dans Data 4 en France, qui a cette particularité d'être particulièrement attentive à justement ces enjeux de consommation énergétique. Oui, je le disais, cette classe d'actifs, on peut parler de classe d'actifs sur les infrastructures, elle vient de s'ouvrir au grand public, en tout cas on la découvre de plus en plus. Elle tente de s'ouvrir au grand public. Elle tente, mais pourtant c'est assez long. Pourquoi c'est si long ? Pourquoi finalement on ne peut pas avoir des UC dans les contrats d'assurance vie, quelque chose d'assez simple et démocratisé ? Ouais, alors il y a eu tout d'abord, on va dire, le développement de la classe d'actifs au sein des portefeuilles institutionnels. Ça a été assez aisé, j'ai envie de dire, de faire une première étape de diversification auprès de la gestion privée, donc on va dire des patrimoines un peu établis dans la mesure où il faut faire le lien avec le conseiller en gestion de patrimoine, mais globalement c'est quelque chose qui est faisable. Quand on va vers le mass market, donc vers le particulier à travers d'une unité de compte, là, il faut intégrer une troisième dimension qui est la dimension de l'assureur. Et donc, c'est un triptyque qui n'est pas forcément facile à mettre en place.
Et puis, il y a des considérations techniques aussi quand on s'adresse aux particuliers. L'AMF est beaucoup plus regardant sur les exigences de sécurisation, de l'investissement, de commercialisation. Et donc tout ça génère une complexité quand même qui peut être adressée, mais qui a pris du temps. Et puis ensuite, il faut que ça vienne dans les recommandations que peuvent faire les conseillers auprès de leurs clients, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine ou les assureurs. Et là aussi, ça prend un petit peu de temps. Le private equity, c'est mieux connu. Il y a le crédit aussi qui a fait sa place. On a beaucoup entendu parler des produits structurés aussi, qui sont un peu la vache à lait des conseillers en gestion de patrimoine, parce que ça génère des commissions très intéressantes pour eux. Et puis, il y a une liquidité assez rapide. L'infrastructure, c'est vrai que c'est un petit peu le dernier maillon de la chaîne qui arrive. Pour autant, nous, on est convaincus que ça fait beaucoup de sens dans une allocation, dans un patrimoine de particulier, parce que, encore une fois, on touche des biens et services qui sont essentiels. Et non seulement ils sont essentiels à la vie de tous les jours, mais en plus, ils sont essentiels aux enjeux de transition et d'adaptation au changement climatique. Donc ça va venir, mais c'est vrai que c'est un petit peu lent et un petit peu complexe de rentrer sur ces classes d'actifs. Alors, chez Swen Capital Partners, vous êtes spécialiste justement de cette thématique. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Alors chez Swen, ça fait une quinzaine d'années, donc on investit pour le compte des institutionnels sur la classe d'actifs. Donc on est en train là d'investir, lever la cinquième génération de fonds. On a également lancé une thématique spécifique sur les énergies renouvelables. Et on a depuis quelques années initié des fonds dédiés à la gestion privée. Donc on a 2 fonds, on est en train d'investir le deuxième fonds avec des tickets d'entrée qui sont autour de 125 000 euros. Donc, on est quand même sur des patrimoines un peu aisés. Et depuis l'année dernière, on propose donc des unités de compte, donc les fameuses unités de compte dont vous parliez. Dernier élément de la chaîne, en effet, dont on attend, on espère que ça va bien se passer et que ça va avoir un intérêt tout particulier pour les investisseurs. Mais c'est encore un petit peu tôt pour vraiment juger du succès de cette opération. Alors, le fonds s'appelle Swen Select Infrastructure. Tout à fait. Quelles sont les caractéristiques justement de ce fonds ? Alors, c'est un fonds déjà qu'on a voulu très proche des caractéristiques des fonds institutionnels. Donc, est-ce qu'on va trouver par exemple les mêmes actifs. Ça, c'était pour nous, c'était vraiment un enjeu très fort. C'était d'éviter de faire du sur-mesure pour du particulier qui nous aurait amené à faire des petits tickets ou à prendre des risques un peu spécifiques. On a vraiment souhaité dupliquer la qualité de notre gestion institutionnelle pour ces programmes de particuliers. Et puis, donc, c'est un fonds, en revanche, dans sa structuration qui est un peu différente. On est sur un fonds evergreen, donc à une durée de vie très longue, avec des conditions de liquidité qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Un fonds classique institutionnel, vous appelez les fonds au fur et à mesure des investissements et vous rendez l'argent au fur et à mesure que vous faites des sorties, des cessions. Dans un fonds finalement de comme type UC, exactement, dans un fonds de type UC, vous gardez l'argent dans le fonds et vous le faites tourner, vous appelez tout l'argent au départ et puis vous distribuez ou pas, ça dépend des... En tout cas, il faut assurer une certaine liquidité. Et il y a une certaine liquidité qui est assurée par le fonds lui-même. Donc là, on propose, nous, on s'est mis au meilleur standard, donc une liquidité et une valorisation hebdomadaire. Donc on propose en effet plutôt une assez grande souplesse pour le porteur, sachant que il y a quand même une durée de blocage de 5 ans et puis un horizon recommandé de 8 ans. On investit sur les infrastructures, c'est pas pour, on va dire, spiler, j'ai envie de dire, d'une semaine sur l'autre, la classe d'actifs. Tiens, justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'infrastructures dans lesquelles vous investissez, alors sans révéler de secret, évidemment? Non, mais il n'y a pas de secret. Alors, ce fonds, Swen Select, il vise une centaine d'actifs, directement ou indirectement. On a déjà réalisé une trentaine d'investissements, donc le programme il a été bien lancé. Il fait une 50aine de millions d'euros aujourd'hui avec notamment Abeille et Massif qui en sont les sponsors. Et donc dans les investissements qu'on a pu faire, on a fait des investissements en France notamment. Donc on a investi dans Akiem par exemple, de la logistique ferroviaire, ce sont les wagons que vous voyez qui transportent des marchandises. On a investi donc dans Data 4. On a investi donc transport, digital avec les data centers. Exactement. L'énergie renouvelable. On a investi dans Energy Team également en France, un opérateur d'énergie renouvelable. En Finlande, on a investi dans de la fibre qui est déployée dans des zones plutôt rurales. En Norvège, on a investi dans des réseaux de chaleur également. Et on a même investi aux États-Unis, puisqu'il y a un actif donc, dans le recyclage de déchets non dangereux aux États-Unis. Donc voilà, on déploie, on va dire, tout notre savoir-faire. C'est des tickets, alors... au global, Swen, on fait des tickets, on va dire, de 15 à 30 millions d'euros en direct. Et puis, le fonds, il prend une partie de ça. Donc, on est des tickets de 2 à 5 sur ce fonds. Très bien. Vous nous avez parlé justement de cet élément de durabilité. Comment vous le prenez en compte aujourd'hui ?
C'est à travers ces investissements, ils sont sélectionnés. Alors, tout à fait, c'est un enjeu. Alors c'est vrai que Swen, c'est un acteur qui se veut un peu le champion de la durabilité. Alors c'est un peu prétentieux de dire ça. La réalité, c'est qu'on est société à mission qui a choisi donc de mettre l'investissement au service de la nature. Donc dans tous nos investissements, on a cette considération, on a fait ce filtre assez fort sur les impacts en matière de durabilité de l'ensemble de nos investissements. On s'appuie sur déjà des expertises internes. On a une dizaine de personnes qui vont creuser les sujets en profondeur. Quand on investit sur de la fibre en Finlande, en effet, on regarde que le réseau, il adresse bien des populations rurales, on adresse bien un mode de construction très spécifique. On fait la même chose sur les réseaux de chaleur. On s'est attaché à mesurer l'impact que pourrait avoir le changement climatique sur le réseau lui-même, parce que c'est des réseaux enterrés, donc le changement climatique peut avoir des effets sur les sols. Donc on a fait des études très spécifiques. On a un actif en Espagne dans le biogaz. On mesure là aussi les effets du changement climatique avec notamment des tests de résistance et d'adaptation de l'actif à des fortes chaleurs et à une baisse de la production. Enfin voilà, on mène tout un tas de tests là-dessus. Et puis naturellement, on fait en sorte de sélectionner les meilleurs actifs dans ces domaines-là. Et donc, on exclut, c'est vrai, les risques, ou les actifs qui nous paraissent les plus risqués à l'aune du changement climatique. Donc, naturellement, tout ce qui est charbon, pétrole, gaz, tout ça est exclu totalement exclu de chez nous. Jean-Philippe Richaud, on s'intéresse bien sûr aux performances, c'est ce qui intéresse aussi les investisseurs, futurs investisseurs. Quelles sont justement les performances attendues? On sait que pour les investisseurs institutionnels, on parle de rendement à 2 chiffres, 10-12%. Qu'en est-il pour le particulier? À quoi il peut s'attendre? Alors pour le particulier, on a tablé, nous, dans le prospectus, une performance nette investisseur supérieure à 6%. On espère faire mieux. Il y a plusieurs raisons au décalage entre la performance qu'on affiche pour les fonds institutionnels et la pourquoi performance cet écart? Alors déjà, les fonds sont appelés en une fois, là où les fonds des institutionnels sont appelés au fur et à mesure des investissements. Donc ça a un impact sur le TRI. Le TRI, c'est vraiment le taux de rendement mesuré composé des flux. Donc plus vous appelez les flux progressivement et plus vous avez un rendement, on va dire. Parce qu'il y a une part de liquidité finalement non investie. Et puis il y a une part de liquidité également qui est appelée dès le départ. Enfin, donc dans l'ensemble des capitaux qui sont appelés au départ, il y a une partie des capitaux du coup qui n'est pas investie tout de suite et donc qui est investie sur des postes de liquidité très sécurisés. Là aussi, c'est la réglementation qui l'impose. Et donc là-dessus, on a un rendement qui est un peu amoindri. On a des frais qui sont un peu supérieurs, mais je demandais juste avant de venir au gérant de ce fonds, on est sur des frais de 2% sur les frais de gestion et 3,24 sur le taux moyen, on va dire le taux de frais annuel moyen. Donc on n'est pas non plus sur des frais qui sont très élevés sur ce type d'actifs, en tout cas sur les classes d'actifs non cotés. Mais malgré tout, oui, si on compose le fait que le capital est appelé en une fois, le fait qu'il y ait une poche de liquidité, le fait qu'on ait des frais qui est un peu supérieurs, on a un rendement qui est nécessairement un peu plus faible que ce qu'on a sur le non-côté. Et ben voilà, après les produits structurés, après la dette privée, après le private equity, il faut penser à ces fonds d'infrastructure. Je pense que ça va se développer, en tout cas chez Swen. Ils en ont un, Swen Select Infrastructure. Merci Jean-Philippe Richaud. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint et directeur des équipes d'investissement de Swen Capital Partners. Merci de cet éclairage. Merci à vous. Cette édition de Smart Bourse touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez bien sûr Grégoire Favé, irremplaçable. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Très bonne soirée à tous.